À tous, chers abonnés du millénaire, merci d'être présents parmi nous. Je vais d'abord présenter les invités, mais avant de présenter les invités, je vais vous expliquer la démarche, parce que vous étiez nombreux à nous écrire par mail pour avoir un autre contenu. Vous étiez plutôt des lecteurs attentifs à nos analyses politiques, qu'on pouvait écrire dans les Échos, sur notre site internet, dans Atlantico et d'autres, et vous vouliez un autre format, une nouvelle forme de contenu, et c'est ce qu'on essaie de vous proposer aujourd'hui, et j'espère que ce format pourra vous convenir. Ce qu'on essaie de faire, en fait, c'est de décrypter deux types d'actualités. L'actualité politique du pays, les enjeux que nous traversons. On vit un moment qui est trouble et donc, du coup, vous les cherchez à comprendre, en fait, ce que nous sommes en train de traverser, les grandes mutations mondiales, les grandes mutations nationales. Et vous étiez donc, du coup, nombreux à nous écrire sur le fait que vous vouliez un format qui soit différent. Et c'est ce qu'on essaie de vous proposer aujourd'hui avec un format vidéo. Ce qu'on cherche à faire, du coup, maintenant, ce sera un épisode qui sera par semaine, un qui sera centré sur l'actualité nationale et un autre qui sera centré sur l'actualité internationale. Comme ça, en semaine paire, vous auriez les actualités politiques et les semaines impaires sur l'actualité internationale. Aujourd'hui, on va essayer de décrypter avec ce nouveau quinquennat les enjeux du quinquennat Macron, avec la nomination d'Elisabeth Borne, la campagne des législatives et les défis d'Emmanuel Macron pour ces 5 ans à venir. Et pour cela, je vais vous présenter nos chroniqueurs du millénaire, qui sont des rôles qui sont assidus, qui ont été choisis en raison de leurs compétences, de leur sensibilité et qui offrent des points de vue complémentaires. On va commencer par Aymeric Guisset, qui est plutôt Aymeric Guisset, parce que en ce moment, on va plutôt commencer par Marion Pariset, qui est la secrétaire générale du think tank, la voix féminine, qui nous permettra en fait de décrypter l'actualité politique et surtout l'actualité internationale à travers son engagement comme secrétaire général du millénaire, comme analyste politique et du coup, en raison de ses nombreuses expériences aussi comme élu local, comme adjointe au maire du 15e arrondissement et comme conseillère régionale d'Île-de-France. Bienvenue à toi, Marion. Bonjour. Ensuite, après, je vais vous présenter Aymeric Guisset, qui est notre secrétaire général adjoint, qui est notre spécialiste en termes d'analyse politique, qui écrit régulièrement dans Atlantico et dans les Échos, qui est de nous faire part de son point de vue, de son expérience. Il est ingénieur de formation. C'est plutôt rare d'avoir des analyses politiques qui viennent du monde d'ingénieurs. Mais je pense que c'est intéressant d'avoir ce point de vue-là parce qu'on a besoin d'ingénieurs pour reconstruire notre pays et pour pouvoir le redresser. Bienvenue à toi, Aymeric. Merci, William. Ensuite, je vais vous présenter Hugo Raguin, la voix des territoires, engagé en Indre-et-Loire, en Touraine. Il va vous présenter son point de vue au contact et en proximité avec les gens. C'est quelqu'un qui est très présent dans la vie locale, qui est très ouvert d'esprit et qui permet en fait de parler à des sensibilités qui soient complètement différentes avec des profils complètement d'horizons divers. Il va essayer de nous faire valoir son point de vue à travers ses nombreux échanges avec la population diverse et variée. Bonjour, William. Bienvenue Hugo. Et ensuite, après, je vous présente la voix européenne, Pierre Clairet, qui vient d'Europe, de Bruxelles, également d'Hénin-Beaumont et parfois d'Espagne. On ne sait pas vraiment, ça dépend des semaines. Mais il nous fera valoir ses différentes expériences à travers ces. Pierre, je tiens à rappeler aussi que tu es diplômé du Collège d'Europe, qui est à peu près l'ENA européen, on peut l'appeler comme ça. Enfin, je ne sais pas comment vous l'écrivez, mais qui est à peu près décrit comme l'ENA européen, et qui va nous faire valoir du coup son point de vue par rapport aux capitales européennes et par rapport à l'opinion qu'ont les autres pays européens et les autres opinions publiques des autres pays pour savoir est-ce que les autres pays pensent exactement de la même façon que nous sur la gestion à la fois nationale et internationale. Bienvenue à toi, Pierre. Merci beaucoup, William. Bien bonjour. Bonjour, Pierre. Donc, du coup, on va commencer. Donc, notre séquence est divisée en 3 thématiques. Je vais reprendre le fil directeur. La première partie, ça sera concentré sur la nomination d'Elisabeth Borne et la composition du gouvernement. La deuxième partie sera sur les élections législatives, les forces en présence et les enjeux. Et enfin, la troisième partie, ce sera les défis du nouveau quinquennat du président réélu Emmanuel Macron. Bah, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un tour de table, pour commencer la nomination d'Elisabeth Borne. Et comme la nomination d'Elisabeth Borne est marquée par la présence d'une femme après 30 ans d'absence et la nomination d'Édith Cresson, je te propose de commencer par toi, Marion. Peut-être que ce sera toi qui as le profil le plus indiqué pour pouvoir répondre à cette question. Un avis général donc sur ce gouvernement. Il faut remettre en perspective que c'est un gouvernement déjà qui est un peu un gouvernement de transitoire finalement entre la fin du premier quinquennat d'Emmanuel Macron et les élections législatives qui s'annoncent maintenant dans à peine un mois et qui peuvent rebattre un peu les cartes au niveau des équilibres politiques du pays et influencer aussi potentiellement d'autres recompositions et un remaniement à l'issue des législatives. Donc on a eu c'est un gouvernement qui a mis du temps à être annoncé.
c'est difficile de savoir exactement pourquoi. Est-ce qu'il y avait de la stratégie derrière ça, ou est-ce qu'il y avait aussi simplement des difficultés à trouver des personnes qui étaient prêtes à accepter ce rôle, dans le risque justement de pouvoir être ressorti du gouvernement d'ici un mois. Ça peut être vu comme un CDD très très court pour certains, surtout quand on a, pour certains qui n'auraient pas nécessairement le poids politique. Donc c'est un gouvernement qui est marqué quand même par une femme en rôle de Premier ministre. C'était un engagement d'Emmanuel Macron qui voulait tenir depuis longtemps. Est-ce que c'est significatif? J'ai l'impression que ce qui ressort globalement de la façon dont les gens le perçoivent, il y avait l'envie pour une partie de la population que ce soit une femme, mais c'était pas une condition sine qua non. Donc ce qui va jouer beaucoup plus, ça va être ce qu'elle va réussir à mettre en place comme dynamique, et est-ce qu'elle va s'insérer après sur du plus long terme, au-delà des législatives. C'est un profil technique qui peut être un bon complément d'Emmanuel Macron, qui peut le stabiliser, mais derrière, elle aura beaucoup de difficultés à gérer avec la crise qui est en cours déjà depuis les Gilets jaunes, mais en plus avec la crise ukrainienne par-dessus tout, avec les questions de pouvoir d'achat qui sont extrêmement présentes. C'est difficile à dire aujourd'hui si elle sera à la hauteur. Mais toi, tu penses pas que la nomination d'Elisabeth Borne, c'est un événement historique parce qu'on n'a pas eu de femme à Matignon depuis Édith Cresson et toi, comme femme, est-ce que quand elle a dit que il faut conduire les filles à rêver, je crois qu'elle a formulé ça comme ça, toi, ça te conduit pas à rêver ou tu penses pas que ce soit un bon signe pour la société? Enfin, voilà, en tout cas comme message et peut-être que toi, tu peux parler. C'est un bon signe pour la société, d'autant plus qu'on peut le normaliser en fait. Et c'est ça que je pense est attendu par une grande partie des gens. C'est pas que ça soit vu tout d'un coup comme quelque chose d'exceptionnel, mais comme quelque chose de naturel. Et en ce sens-là, c'est bien que ce soit une deuxième femme. Ça va peut-être un peu ancrer les choses, ancrer dans l'opinion générale que c'est une possibilité, que ça se fait, que ça n'est pas aberrant et que ce sera une femme compétente, une femme qui arrivera à mener ses dossiers à bien. Et c'est ça qui jouera plus que simplement le fait que ce soit une femme nommée. Je trouve au contraire que c'est un peu réducteur quand on finit par dire la première chose quand une femme est nommée à un poste, qu'on va dire bon alors vous en pensez quoi? Ah bah c'est bien, c'est une femme. Certes, mais on parle de politique publique, on parle de gouvernance, on parle de diriger un pays, au-delà de simplement l'image que ça envoie, qui est positive, hein, je ne le conteste pas. Il faut voir dans les faits ce que ça donne. Ok, merci Marion. Comme tu l'évoquais, tu disais que tu comprends, enfin, qu'il y avait plusieurs motifs éventuels pour expliquer pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron a mis aussi longtemps pour composer un nouveau gouvernement. Il faut rappeler qu'il a été élu en avril, fin avril. Donc ça fait quasiment un mois qu'il a été réélu pour un second quinquennat. Et il a mis beaucoup de temps à composer un gouvernement. Mais peut-être que Aymeric, tu vas nous expliquer ton avis sur pourquoi est-ce qu'il a mis autant de temps à composer un gouvernement. Et pour toi, quels sont les ressorts de ce gouvernement? Je te propose que tu décryptes un peu ça, la nomination d'Elisabeth Borne, qui est quand même un événement historique, quoi qu'on en dise, parce que ça fait quand même 30 ans qu'on n'a pas eu de femme à Matignon. Et puis surtout, comment tu comprends aussi longtemps, comment il a composé son gouvernement, il avait promis une révolution quand même le soir du second tour, et puis finalement on a quand même une reconduction des sortants aux principaux postes. Oui, tout à fait. Moi, j'ai eu cette situation avec deux leviers principaux. Il y a un levier qui était purement administratif. Il fallait trouver les bons profils politiques, éventuellement démarcher de nouveaux profils, puisque dans l'idée d'Emmanuel Macron, il y a toujours cette volonté d'apporter la surprise, d'avoir le petit plus qui va laisser un effet waouh dans l'opinion. Il y avait eu la nomination d'Édouard Philippe, qui avait été une surprise à Matignon lors de son élection. Lors des différents remaniements, il y avait eu la surprise Hulot à l'environnement, qui avait quand même marqué l'opinion. Ensuite, il y avait eu la surprise au ministère de la Justice, garde des Sceaux, avec Éric Dupond-Moretti. Et je pense qu'il a cherché à essayer d'avoir ce nouveau effet waouh. On n'a pas eu l'effet waouh avec Elisabeth Borne. Ça s'est plutôt passé au niveau du ministère de l'Éducation nationale, où finalement on a quand même une surprise. Donc, et que Ndiaye a été nommé. Peut-être que tu peux nous parler un petit peu de
en quelques mots pour expliquer pour ceux qui n'ont pas forcément Ouais. suivi ce que c'est que Pap Ndiaye, pourquoi est-ce qu'il y a une polémique sur lui et pourquoi est-ce que Pap Ndiaye, c'est un historien plutôt proche des thèses wokistes, des constructionnistes, donc c'est vraiment un signal fort donné à la gauche et qui est finalement en opposition quasi, quasi totale et absolue avec la ligne qui était très laïque et traditionnelle de Jean-Michel Blanquer. Donc c'est vraiment une révolution au ministère de l'Éducation. Ça va être intéressant de voir finalement le comportement des syndicats. On sait que Jean-Michel Blanquer a quitté le ministère de l'Éducation nationale plutôt en friction avec les syndicats. Est-ce que cette nomination-là va permettre de faire plus de réformes et d'avoir le soutien des enseignants? Vraisemblablement, ça indique aussi un changement de posture, de ligne et de philosophie par rapport à la façon d'organiser ce ministère. Donc ça va être très intéressant. C'est à la fois un choix politique qui va avoir une influence d'un point de vue éventuellement législatif, vu que c'est une nomination qui peut éventuellement entraîner une démobilisation de l'électorat d'extrême gauche ou d'un électorat plutôt qui était intermédiaire entre Jean-Luc Mélenchon, qui ne se reconnaissait pas vraiment dans Jean-Luc Mélenchon, mais qui n'était pas trop aligné, qui se sentait mal à l'aise avec la position d'Emmanuel Macron avec Édouard Philippe, et où les personnalités de droite avaient quand même beaucoup de poids. Là, c'est un changement, donc on pourra observer ce revirement de situation auprès de cet électorat spécifique, c'est-à-dire de centre-gauche qui hésitait entre NUP et En Marche. Du côté de la droite, je pense que là, on peut avoir éventuellement un décrochage. On comprend que les personnalités plutôt de centre-droit se trouvent plutôt heurtées et sont très défavorables à cette nomination, puisque c'est plutôt toutes les nouvelles thèses woke des États-Unis qui sont importées. Et donc ça explique le mouvement de fronde qu'on peut avoir plutôt sur l'aile droite, la Macronie et centre-droit, et la condamnation du reste de la classe politique à droite. Ensuite, sur le gouvernement et le choix d'Elisabeth Borne, Elisabeth Borne, elle cochait toutes les cases en fait pour Emmanuel Macron. C'était une première ministre technique, femme, et qui avait une coloration de centre-gauche. C'est historique. Ce qui est historique aussi, c'est que finalement, généralement, on a eu beaucoup de femmes parfois nommées dans des gouvernements, mais à des postes mineurs. Là, c'est un poste qui est majeur. Et mieux encore, ce qui a été illustré et incarné comme la priorité du quinquennat d'Emmanuel Macron dans l'entre-deux tours, c'est-à-dire la cause écologique, on a finalement un trio féminin avec Elisabeth Borne, qui est première ministre en charge de la planification écologique, la ministre de l'écologie avec Amélie de Montchalin, qui succède à Barbara Pompili, et un ministère supplémentaire de l'énergie et de la planification énergétique avec Agnès Pannier-Runacher, qui est aussi une femme. Donc on a vraiment la priorité du quinquennat d'Emmanuel Macron qui va être incarnée par un trio de femmes. Et ça, c'est d'un point de vue de la symbolique et de la façon de communiquer pour parler à un électorat qui est plutôt d'une sensibilité de gauche, politiquement, c'est intéressant. Merci Émeric. Moi, je trouvais que sur la composition du gouvernement, il était un peu caricatural, mais peut-être qu'on va entendre la voix du gauche. Je vais peut-être expliciter pourquoi caricatural. On a mis des femmes à l'écologie, on a mis Damien Abad qui, il faut le rappeler, souffre d'un handicap, en charge du handicap. On a mis un historien sur l'éducation. Enfin, évidemment, il faut mettre des compétences, mais c'est peut-être un petit peu caricatural. Et ce qui est étonnant, c'est pour ça que je posais la question des 4 semaines, c'est pourquoi est-ce qu'il a mis 4 semaines pour faire un truc aussi caricatural? Peut-être qu'il aurait pu faire ça en moins d'une semaine, en fait, et se mettre directement au travail, parce qu'on faut rappeler, on traverse quand même des crises, l'inflation, la crise économique, la crise en Ukraine. Peut-être, Hugo, tu vas nous dire ce que toi, tu as ressenti sur la composition de ce gouvernement. Oui, alors moi je serais plus mesuré sur le terme caricatural, parce que notamment, Aymeric, tu parlais de l'écologie. En termes d'environnement, il y a eu donc la nomination d'Amélie de Montchalin au ministère de la Transition écologique. C'est un signe relativement fort après Barbara Pompili, qui était issue d'Europe Écologie Les Verts, donc avec une tendance gauche bien affirmée. Là, on a Amélie de Montchalin qui est issue d'LR et de l'UMP avant d'avoir rejoint LREM. Donc on va déjà avoir une mutation sur la prise en compte de l'écologie par ce gouvernement, qui est une des grandes causes du quinquennat. C'est qu'on va avoir une écologie plutôt logiquement de droite, qui en tout cas ne s'inscrit pas dans la logique d'écologie punitive dans laquelle Barbara Pompili était plutôt, notamment on l'avait vu avec la loi climat et résilience, résilience climat. Mais on va changer et c'est quand même un bon signe pour la population en cette période donc d'inflation, d'explosion des prix de l'essence, des prix du chauffage et tous ces coûts-là qui s'en suivent.
Et en fait, sur ce côté environnement, moi, je vois une logique plutôt tournée vers le consommateur. Après, sur le côté caricatural, en fait, on voit des changements de personnes à des endroits qui, comment dire, ont tourné la politique à l'opposé de ce qui était attendu. Pape Ndiaye, en fait, ça rejoint à peu près les attentes de l'éducation nationale des professeurs. Les professeurs, d'ailleurs, les syndicats de professeurs, les associations qui vont vers l'éducation nationale, qui encadrent et qui suivent les professeurs, sont relativement contentes de cette nomination de Pape Ndiaye. Mais par contre, on voit des, des remarques, des critiques en dehors de l'éducation nationale. Donc là, on remet une personne comme Pape Ndiaye qui sera capable de remettre une paix sociale au sein de l'éducation nationale, ce qui est en fait devenu quasiment utopique. Il y a très peu de ministres de l'éducation nationale qui a su mettre en place une vraie entente avec les syndicats des professeurs. Et du coup, on peut voir ça aussi avec le ministère des Affaires étrangères, où on met quelqu'un issu du corps diplomatique à la tête du ministère, quelqu'un qui comprend les attentes et surtout les besoins de ceux qui travaillent réellement dans le secteur. Euh, et, et, et ça, je pense qu'il y avait ce besoin. Et Damien Abad, ça rejoint ça aussi. C'est que c'est un handicapé, il peut parler du handicap et il comprend les besoins des personnes handicapées. Donc, en fin de compte, quand on regarde de manière très objective, les postes sont certes caricaturaux, mais en fin de compte, c'est des personnes qui comprennent le milieu, qui connaissent ce milieu et qui sont les plus à même de parler aux personnes concernées. Après, il y a toute la question politique à mettre en compte. C'est normal que Pape Ndiaye soulève les foules, car il a une idéologie qui est très, très clivante, notamment par ses thèses racialistes et woke. Mais voilà, c'est quelqu'un issu, pas du corps, mais de la fonction d'enseignant, de la fonction de professeur, et qui connaît ce milieu et qui est déjà dans la ligne politique de ce milieu. Donc on ne va pas arriver que des frictions. Merci Hugo. Je pense que pour ceux qui nous écoutent, peut-être qu'à un moment, lorsqu'on parlera des élections législatives et notamment de la confrontation entre La République En Marche et LFI, il faudra peut-être expliquer davantage ce que c'est que l'idéologie woke et la cancel culture et ce qui est reproché à Pape Ndiaye, mais je propose qu'on parle de ça après. Ce qui était intéressant, Hugo, dans ce que tu as dit, c'est que moi je voyais ça un peu comme caricatural, mais toi tu voyais ça pour acheter la paix sociale. Et ça me mène à la question que je vais poser à Pierre Cléré. C'est en 2017, Emmanuel Macron a été élu comme un grand réformateur. Il faut se rappeler, bon, toi tu as dû suivre ça avec attention, la une du Times, en disant qu'il pouvait devenir le grand leader de l'Europe si par cas il réformait la France. Et on s'attendait à lui, à ce qu'il soit une sorte de Barack Obama, de John Kennedy, de Tony Blair, un grand réformateur, ou Gerhard Schröder, un grand réformateur. Est-ce que toi tu penses, Pierre, que la nomination de ce gouvernement lui conduit pas notamment à calmer les choses, notamment depuis les Gilets jaunes, et qu'il a changé et qu'il ne veut plus bousculer comme avant? Et ça démontre quand même un changement d'évolution chez Emmanuel Macron. Effectivement. Déjà, je tiens à dire qu'en Europe, dans les grandes capitales et surtout à Bruxelles, on a très peu parlé de la nomination d'Elisabeth Borne, en fait. On a surtout insisté. Comment? Ils ont parlé de Mbappé, c'est ça, pendant tout le week-end. Oui, Mbappé plus, mais non. Pour Elisabeth Borne, ils ont retenu surtout le fait que ce soit une femme. Mais après, donc, ça peut s'expliquer par le fait que très peu de personnes en dehors des frontières françaises comprennent vraiment le système politique français, qui est un système semi-présidentiel. Donc, de ce point de vue-là, voilà, ils ne comprennent pas vraiment et ils attendent véritablement des actes, c'est-à-dire Emmanuel Macron, il y a quelques semaines, qui a prononcé un discours disant qu'il était pour la réformation de l'Europe. Écoute, pour l'instant, après 5 ans dans les capitales européennes, là, on attend des actes, véritablement des actes, c'est-à-dire Emmanuel Macron à Bruxelles passe pour un très bon communicant en fait, passe pour un très bon communicant. Comme tu l'as rappelé, donc il y avait la une du Times, c'est vrai qu'il passait, on va dire, comme un grand réformateur, quelqu'un qui était opposé à la ligne de Viktor Orban,
quelqu'un qui pouvait véritablement faire bouger les choses en Europe. Mais en 5 ans, les gens ont appris à le comprendre. Les gens ont appris à le comprendre. Je vais juste préciser peut-être que comme tu abordes la question européenne, on pourrait peut-être revenir sur la nomination du Quai d'Orsay avec la transition qu'il y a eu hier entre Catherine Colonna, qui a été porte-parole de Jacques Chirac, qui était ancienne ministre déléguée aux affaires européennes, la promotion de Clément Beaune aussi comme ministre délégué aux affaires européennes. Et puis aussi, il y a l'intitulé qui a changé. Maintenant, c'est plus ministère des Affaires étrangères, c'est ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Tu ne penses pas que cette série de nominations va conduire Emmanuel Macron à pousser, comme il l'a proposé, la révision des traités, à avoir un rôle plus important pour la France de résolution du conflit entre l'Ukraine et la Russie? Enfin, comment tu l'interprètes tout ça? Est-ce qu'il va du coup adopter la ligne de Jacques Chirac avec la nomination de Catherine Colonna, plutôt une ligne indépendance française par rapport aux États-Unis? Bah, écoute, pour l'instant, de ce que j'entends, les gens attendent pour voir. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'Elisabeth Borne, on a un peu parlé de Colonna, qui connaît très bien les affaires européennes, surtout qui a été appelé par Jacques Chirac après l'échec du référendum en 2005. Donc, ça peut être des messages intéressants au niveau bruxellois. Mais après, encore une fois, ils ont appris à connaître Emmanuel Macron. Et donc, avant de statuer, ils veulent des actes. Et véritablement, ça ne leur suffira pas d'avoir un Emmanuel Macron qui va faire de longs discours au Parlement européen en disant qu'il veut réformer l'Europe, alors qu'on sait très bien que pour l'instant, la règle de l'unanimité est encore en vigueur. Donc, pour l'instant, ce sont des messages forts. C'est-à-dire que l'on a Clément Beaune qui est resté, aussi, donc, comment dire, l'intitulé du titre. Comment? Non, vas-y, continue. Non, aussi l'intitulé du titre d'Elisabeth Borne, qui est censé être en charge aussi de la planification écologique. Tout cela sont des messages adressés clairement à l'Europe, adressés clairement à Bruxelles. Maintenant, ce que j'entends à Bruxelles, ce que j'entends à Berlin, c'est qu'ils attendent des actes. C'est-à-dire, il y a 5 ans, ils pensaient qu'Emmanuel Macron donnerait un coup de peps à tout cela et chercherait à réformer, ce qui est vraiment nécessaire au niveau européen. Il ne l'a pas fait durant 5 ans. Et maintenant, ils attendent des actes. Ils attendent quelque chose de concret parce que la communication, ça marche avec eux pendant un temps. Après, donc, ils étaient plus captivés, comme tu disais, par le fait qu'Mbappé reste à Paris, ou même que les conservateurs perdent en Australie, que par la nomination du nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne. Oui, et puis il faut rappeler quand même que sur le dossier de Kylian Mbappé, Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy se sont impliqués dessus. Donc on peut dire que c'est quand même une victoire française par rapport à l'Espagne. Bien sûr. De bonnes nouvelles qu'on a, il faut s'en féliciter. C'est peut-être le premier grand succès d'Emmanuel Macron pour son deuxième quinquennat, si par cas les informations se confirment. Mais écoute, merci. Au niveau européen, en tout cas. Au niveau européen. Au niveau européen, mais je tiens à dire, c'est vrai que j'ai lu la presse espagnole durant les derniers jours et on parle vraiment des rancœurs qu'on a vis-à-vis du PSG de Paris. Et Elisabeth Borne, je ne l'ai pas vue dans les unes, en tout cas. Mais on ne sait jamais. C'est dommage, mais ça démontre peut-être quelque chose. On fera peut-être l'objet d'un échange pour parler des implications. Est-ce que ça va au-delà du foot, notamment, en raison de l'implication des acteurs? Mais moi, je voulais revenir aussi sur la nomination, parce qu'on ne faut pas oublier qu'on traverse une crise, des grandes mutations mondiales, comme tu l'avais écrit, Marion, dans ton rapport sur la question européenne, des grandes mutations mondiales. Est-ce que toi, tu penses que le changement d'Emmanuel Macron, notamment avec la nomination de Catherine Colonna, quand même, qui a été travaillée aux côtés de Jacques Chirac, et Jacques Chirac, qui n'a pas fait un très grand deuxième mandat, mais qui avait été marqué par la question du non à l'Irak. Et tu avais aussi écrit un texte sur l'Europe doit montrer une stratégie alternative par rapport aux États-Unis sur la résolution du conflit ukrainien. Est-ce que toi, tu ne penses pas que ces différentes nominations conduisent éventuellement Emmanuel Macron à changer de ligne quand même? Parce qu'en 2017, il était plutôt sur une ligne multilatérale qui rompait avec la ligne traditionnelle de realpolitik et gaulo-mitterrandienne que nous avons vécue depuis 30-40 ans, qui a fait la singularité de la France, le pays qui emmerdait les autres, voilà, pour globalement les États-Unis. Est-ce que tu ne penses pas que cette série de nominations tresse quelque chose quand même? Alors,
il faut rappeler que c'est quand même un territoire, les affaires étrangères, qui est très très lié au président, dans tous les cas. Donc la nomination, elle a... Petit rappel, Marion, avant, c'est que je tiens quand même à rappeler que tu as travaillé au Quai d'Orsay, donc tu connais un peu la Oui. politique. Voilà. Oui, c'est... Alors, donc la nomination du ministre des Affaires étrangères, ça dépend vraiment de la composition, de la personnalité du président qui joue beaucoup finalement sur le poids que pourra avoir ou non le ministre des Affaires étrangères. C'est un peu comme la défense dans ce sens-là, où il y a une ligne tellement directe et un poids prépondérant du président dans toutes les affaires qui peut jouer. Et Emmanuel Macron a renforcé ce poids du président et de l'Élysée dans les affaires internationales. Ce qui me fait penser qu'en effet, il y a un symbole assez intéressant. D'ailleurs, je trouve qu'il a trouvé un peu le mouton à 5 pattes assez idéal pour lui dans les circonstances, puisqu'il a réussi à trouver en même temps quelqu'un qui soit profondément diplomate, donc avec toute la connaissance du système, du Quai d'Orsay, de ses fonctionnements, de ses carrières, dans un moment de crise, alors que les diplomates s'apprêtent à lancer une grève le 2 juin, ce qui est quand même très rare dans la diplomatie. Là, elle a l'air d'être plutôt suivie, alors suivie, je sais pas, mais en tout cas très relayée par pas uniquement les syndicats classiques, mais vraiment les organismes plus qui coordonnent les corps des affaires étrangères, puisque c'est eux qui sont touchés principalement par la réforme Action publique 2022. Donc quelqu'un qui est capable de leur parler parce qu'il les connaît, mais également quelqu'un qui n'est pas non plus totalement techno, pas totalement issu du sérail, avec cette teinte politique qui est particulière et qui fait qu'elle a aussi potentiellement plus de légitimité que si ça avait été uniquement un ambassadeur qu'on avait nommé à la tête du Quai d'Orsay. Là, on a les doubles qualifications qui font que c'est un peu la perle rare qu'il a pu trouver sur ce plan-là. Mais le rôle je pense que Emmanuel Macron ne va pas revenir sur sa façon de gérer sa politique étrangère. Il a centralisé les choses, il tient à jouer un rôle important sur la scène internationale. Il l'a montré à travers toutes les initiatives qu'il a lancées, qu'il a menées, les nombreux échanges qu'il a eus, par exemple, avec le président Poutine pour la crise en Ukraine. Avant cela, sur le Sahel, il a été extrêmement impliqué aussi en lançant Coalition pour le Sahel, en essayant de se faire un peu la force motrice de l'Union européenne sur un certain nombre de dossiers, sans forcément y réussir, sans forcément y parvenir. Donc, je pense qu'il tient à ce rôle et il ne laissera pas nécessairement beaucoup de place à sa ministre des Affaires étrangères, qui aura plus un rôle d'administrateur des affaires étrangères. Préciser ma question, mais toi, tu ne penses pas quand même qu'il va changer de ligne et qu'il va revenir à une ligne plutôt gaulliste, oui. chiracienne ou... Alors sur la ligne, je pense qu'il y a une transition qui est en cours parce que il a vu au fur et à mesure les efforts qu'il a fait au niveau de l'Union européenne, qui pariait beaucoup quand même sur une certaine vision du couple franco-allemand, par exemple, qui en fait s'est avéré assez, plutôt être un cul-de-sac comme vision. Je pense qu'il est en train de revenir progressivement dessus. La difficulté qu'il va avoir, c'est que à vouloir peut-être essayer d'incarner cette autre voie, qui est tout à fait compatible avec une forte présence de la France dans les cadres européens, pour pouvoir l'incarner, il va falloir qu'il soit fort à l'intérieur, que la France puisse avoir les moyens de peser. Parce que c'est pas uniquement, même si les discours sont très importants en affaires étrangères, c'est pas uniquement les discours qui comptent. Et à un moment qu'on rentre dans les négociations, que ce soit au niveau de l'Union européenne ou que ce soit avec des partenaires autres, États-Unis, Chine, mais même nos partenaires africains, par exemple, on a besoin d'avoir d'autres outils. On a besoin d'avoir des outils économiques, on a besoin d'avoir du poids politique auprès de différents partenaires, d'être capable de faire bouger les lignes à différents niveaux. C'est un peu ce qui a pêché finalement aussi dans le cas de l'Ukraine, c'est que
Poutine nous parlait à la France, parlait à Emmanuel Macron, mais quel était le poids de la France sur le reste des Européens? Oui, Et à ce moment-là, du coup, finalement, on a beau avoir le discours, bon, il y a toujours un peu de personnel qui joue dans les relations internationales, mais il faut avoir derrière les leviers autres pour pouvoir faire bouger les lignes. Et ça, c'est ce qui va rendre aussi, est-ce qu'il va totalement basculer vers cette ligne d'une potentielle troisième voie française, européenne, dans le conflit qu'on a entre la Chine et les États-Unis notamment? À un moment, ça va se confronter à une certaine réalité des choses. ouais, donc C'est toi, ce que je veux dire. toi, tu viens. Je pense qu'il voudrait aller vers là, mais Mais la question, c'est est-ce qu'il pourra? Et s'il n'y arrive pas, il sera peut-être obligé de rebasculer vers une ligne un peu moins ambitieuse, mais qui lui permettra d'obtenir certaines choses plutôt que finalement de lancer des combats qu'il n'est pas capable de gagner. toi, tu dis un peu comme on assiste un peu au même retour que 2017, c'est-à-dire qu'on a la une du Times qui dit on va tout réchanger, on va tout réformer, Macron va devenir leader européen, et qu'in fine, en fait, l'intention est présente, on peut le saluer parce que c'est quand même bien en termes d'évolution. Mm. En fait, les actes ne suivent pas et qu'ils ne se donnent pas les moyens en fait pour faire ça. Si je résume un peu, tu me confirmes, mais c'est à peu près ce que tu. Oui, sachant qu'il a appris quand même, enfin je pense, j'espère, qu'il a appris depuis 2017 parce qu'il y a eu quand même un certain nombre d'événements sur la scène internationale où ces interventions n'ont pas forcément donné de résultats. Typiquement le Liban, les interventions qu'il avait faites. Oui, on va en parler dans la troisième partie sur les défis qu'on Voilà. assiste. Donc il y a eu un certain nombre de cas où finalement ces initiatives n'ont pas marché. Ce que je vois de positif, c'est qu'il continue à garder l'intention de vouloir changer ses lignes. Écoute, merci Marion. On va terminer ce première partie de questions. Je vais interroger d'abord Hugo sur comment il voit l'évolution. Est-ce qu'on passe d'un gouvernement plutôt qualifié de centre-droit mené par à l'époque Édouard Philippe et Castex et puis maintenant par Elisabeth Borne. Et puis ensuite après, Emery conclura sur les deux enjeux qui sont l'éducation et l'écologie. Écoute Hugo, est-ce que toi tu vois une évolution notamment, on disait qu'Emmanuel Macron braconnait à droite, c'est ce qu'on disait jusqu'au premier tour de l'élection présidentielle. Et puis bientôt, on pouvait penser que si on continue comme ça la campagne présidentielle ou législative, il aurait pu terminer en Che Guevara prochainement. Enfin, voilà. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est trop caricatural de penser des gens ou comment tu le vois? Moi, ce que je vois, c'est qu'il faut absolument différencier le Premier ministre et le gouvernement derrière. Parce qu'on avait on a eu deux premiers ministres sous Macron, qui étaient Édouard Philippe et Jean Castex, qui étaient de droite, au final, qui ont fait des politiques qui n'étaient pas non plus, c'était pas digne d'un type LR. Si le président avait été LR, il n'aurait pas fait ça du tout. Enfin, aurait été de droite plus classique, il n'aurait pas fait ce type de politique. Là, Elisabeth Borne, donc plus centre-gauche, est nommée, mais ce qu'on a tendance quand même à oublier, c'est que les ministères régaliens sont à plus de la moitié gérés par des personnes issues de la droite, notamment l'économie, qui est quand même l'un des ministères, si ce n'est le ministère le plus important. On oublie aussi le ministère de l'Intérieur avec Gérald Darmanin, qui, on l'a vu, même s'il est chez La République En Marche, a toujours sa place chez les Républicains en termes d'idéologie, si ce n'est plus loin des fois. Tu as tout à fait raison, Hugo, mais tu sais, tu commences à avoir des expériences dans les ministères. Et tu sais que même si un ministère, un patron du coup d'administration veut gouverner sur sa ligne politique, il est soumis aux réunions interministérielles, aux arbitrages de Matignon, et puis in fine à l'arbitrage du président de la République. Donc, est-ce que quand même, il n'y a pas quand même une évolution chez Emmanuel Macron, quand même, qui voulait être le grand réformateur, et puis au final, qui revient? Est-ce que c'est pas un Hollande 2.0, in fine, quand même Bah, on voit dans tous les cas que c'est pas le gouvernement, c'est pas des réformateurs en règle générale. Ceux qui ont été nommés, ils sont pas là pour tout changer. Elisabeth Borne, de mon point de vue, ressemble plus quand même à un pantin d'Emmanuel Macron. C'est que elle a des compétences, elle a de fortes compétences. C'est une personne qui est très technique, mais au final, est-ce qu'elle a le tempérament ou en tout cas le courage d'aller frictionner avec Macron sur ses points de désaccord, ou est-ce que c'est pas lui qui va dicter toute la politique
amené par la nation, pour la nation et par le gouvernement. Et en fait, Elisabeth Borne sera là juste pour distribuer les tâches à chaque ministère et se fera taper sur les doigts dès qu'il y aura quelque chose qui changera. Moi, je vois pas de côté réformateur et encore moins dans ce gouvernement. Après, je vois pas non plus un total changement à gauche. On reste dans ce en même temps où il y a des ministères à gauche, des ministères à droite. On ne sait pas comment ça se passe le mercredi matin en réunion des ministres, mais je pense que en conseil des ministres, mais je pense qu'ils doivent choisir qui se met à côté de qui pour éviter des possibles embrouilles. Là, par exemple, il faudra pas mettre Darmanin et Ndiaye à côté, ça pourrait être plutôt folklorique. Mais je pense, et c'est l'un des gros problèmes qu'on a dans la politique de Macron et de ses gouvernements, c'est le manque de complémentarité entre les différents ministères, qui au final, dans un gouvernement, tout le monde est interdépendant. Et s'il n'y a pas de ligne directrice, d'une colonne vertébrale, d'ailleurs, ce qu'on reproche beaucoup de manquer à Emmanuel Macron, il n'y a qu'une politique de court terme et une politique de bouchage de trous. On l'a vu durant le Covid, on le voit là avec l'inflation. Donc au final, c'est pas un gouvernement de centre-gauche ou un gouvernement de centre-droit, c'est un gouvernement d'extrême centre, comme il est souvent dit. Et ça ne changera pas. Après, il va falloir voir les leviers de chaque ministre idéologiquement, comment ils vont pouvoir faire peser leurs actions et comment ils vont pouvoir sortir leur épingle du jeu pour en fait sortir de l'environnement Macron pour pouvoir mener quand même des politiques qui soient moins verticales. Ouais. Merci Hugo. Aymeric, je voulais t'interroger sur la question de l'éducation et de l'écologie, mais ce que je te propose, c'est que je t'interrogerai dessus dans la dernière partie sur les défis du quinquennat, parce qu'il avait mis ça en avant sur les grands défis. Mais la réflexion d'Hugo, parce que moi j'ai écrit la même chose que ce qu'a dit Hugo sur que la nomination d'Elisabeth Borne confirmait en fait le parti d'Emmanuel Macron en extrême centre, et ça a amené à une réflexion. Aymeric, est-ce qu'en fait le véritable duo, c'est pas Macron qui va gérer l'international et le Premier ministre réel n'est pas Alexis Kohler? Je suis plutôt de cet avis-là, et d'autant plus, même sur les nominations politiques, il n'y a pas de grand chambardement et de ralliement à droite et à gauche. Bon, il y a Damien Abad, qui est une personnalité plutôt isolée dans le gouvernement. Il y a Pape Ndiaye, mais c'est plutôt de l'ordre du symbolique. La réalité, c'est que c'est à l'Élysée que la politique de la France et que la France va être gouvernée. Emmanuel Macron, sur un second mandat, comme Jacques Chirac à l'époque ou François Mitterrand, risque certainement de se concentrer plutôt sur ce qui est de sa compétence et sur les grands enjeux. Il a déjà annoncé sa grande cause personnelle, ça va être la refondation des traités européens, essayer d'avoir une Europe puissance, de penser cette question européenne à un niveau plus élevé, essayer d'avoir des résultats concrets et vraiment avoir cette dimension internationale. Il a déjà une dimension nationale. Maintenant, ce qu'il va aller chercher dans ce second quinquennat, c'est d'être un leader mondial. Et ce qui est pas facile. Marion a déjà évoqué les limites, notamment parce que pour être un leader mondial, il faut avoir une base suffisamment solide sur le plan intérieur, être soutenu par sa population pour avoir les leviers suffisants pour mener une grande politique internationale. Et ensuite, Alexis Kohler, qui est confirmé dans son poste de secrétaire général de l'Élysée, c'est un symbole, d'autant qu'on va avoir un Premier ministre qui est très peu politique, donc c'est-à-dire plutôt technique, qui va s'occuper d'être plutôt une courroie de transmission avec l'administration. Et c'est fort à parier que finalement, les arbitrages seront pris à l'Élysée par Alexis Kohler, qui aura davantage d'amplitude sur ce second quinquennat que sur le premier, du fait qu'Emmanuel Macron se recentre plutôt sur les questions internationales. Et la réelle politique va être à l'Élysée. Et c'est en cohérence finalement avec l'attitude des Français, c'est-à-dire que quand ça va mal, les Français ne vont pas manifester devant un ministère, ils ne demandent pas la tête du Premier ministre, ils demandent des comptes directement à l'Élysée parce que les Français ont compris que finalement, là où les choses se jouaient pour eux, c'est à l'Élysée. Et toi, tu ne penses pas aussi que du coup, le fait qu'il y ait eu pendant longtemps la rumeur de Catherine Vautrin, qui était remplacée du coup par Borne, qui est une techno, avec beaucoup de techno, va pas dans le sens qui est que c'est quasiment que des adjoints de Kohler, en fait, et c'est Kohler qui va gérer la politique nationale. Il y a une compatibilité de profil qui est évidente. Il n'y a pas de grosses têtes, de grandes gueules dans le gouvernement. On a des profils qui,
si on devait caricaturer, maîtrisent leur dossier et comprennent le fonctionnement de l'État et de l'administration, ce qui est totalement compatible avec la machine élyséenne incarnée par Alexis Kohler. Et finalement, si on est uniquement sur des ministres qui sont administratifs, le sommet de l'administration, c'est pas le ministre, c'est le secrétariat général de l'Élysée. Et donc, hiérarchiquement, il y a une cohérence où finalement, les ministres seront un peu des super chefs d'administration et tout à la tête tout en haut de la pyramide, les arbitrages et les décisions, ce sera Alexis Kohler. Merci Aymeric. On va passer, je pense qu'on a fait un point complet sur la composition du gouvernement, les différents enjeux et qu'est-ce qui a pu conduire Emmanuel Macron à prendre ce type de décision et comment à peu près les prémices des coulisses politiques qui ont conduit à ça. On va passer au sujet prochain qui sont les élections législatives, avec notamment quelqu'un qui est actuellement très présent médiatiquement, malgré le fait qu'il ait terminé 3e de l'élection présidentielle, donc il n'est pas réussi à se qualifier au second tour pour la 3e fois consécutive, Jean-Luc Mélenchon. Et on peut penser que son programme qui est orthodoxe, qui est non conventionnel, peut conduire à alerter les capitales européennes, notamment sur les questions budgétaires. Alors Pierre, est-ce que toi, auprès des capitales européennes ou presque de tes collègues fonctionnaires européens, je ne sais pas si on appelle ça fonctionnaires européens, mais des grands technocrates européens, on ne craint pas l'arrivée de Jean-Luc Mélenchon, Jean le Rouge au pouvoir, qui débarquerait avec des chars boliviens à Paris? Écoute, ça serait amusant, il faut le dire. Et la vérité, c'est que non, on ne le craint pas du tout. On ne le craint pas du tout. Pour les gens à Bruxelles ou même à Berlin, en fait, les élections législatives là, qui vont arriver vont se jouer entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, il faut le dire. Mais pour eux, Jean-Luc Mélenchon n'a aucune chance d'arriver à Matignon, en fait. Et même s'il venait à y arriver, il ne pourrait pas appliquer son programme pour eux. Parce que, au niveau européen, il est décelé, il n'est pas assez puissant. C'est-à-dire, principalement, son programme européen, c'est quoi? C'est désobéir aux traités européens. Mais ça, c'est impossible. C'est impossible, sachant que d'autres ont essayé, d'autres s'y sont cassés les dents. Et il faut que tu expliques ce que ça veut dire désobéir aux traités européens, parce que c'est un terme qui est politique, mais je ne suis pas sûr que tout le monde comprend. En fait, qu'est-ce que ça veut dire désobéir aux traités? Je vais prendre un exemple. Admettons que Jean-Luc Mélenchon soit élu Premier ministre. Il fait adopter un budget prévoyant 8-10% de déficit, donc au-delà des 3% prévus par les règles européennes. Qu'est-ce qui se passerait en fait s'il désobéit aux traités? Comment ça se passe? Est-ce qu'on ne vivra pas le même scénario entre la Commission européenne et l'Italie à l'époque de Salvini et Luigi Di Maio? Enfin, comment ça se passe concrètement en fait? Oui, j'allais y venir. C'est vrai que c'est l'exemple principal que je retiens. C'est-à-dire qu'on peut aussi retenir Tsipras en Grèce avec le Syriza. Ils sont arrivés, on avait peur des rouges, mais ils n'ont rien fait. Et c'est vrai que Mélenchon, s'il veut présenter un budget comme cela, foncièrement, avec le semestre européen, il va être retoqué. On va lui dire non, mon garçon, ça ne correspond pas au pacte de stabilité européen. Tu dois réduire les dépenses. Là, Mélenchon. Juste une précision, Pierre, au cas où le semestre européen et la concertation entre les États membres qui présentent leur budget prévisionnel à la Commission, qui est chargée de voir si ce budget correspond aux règles, des fameuses règles de 3% qu'on appelle les règles du pacte de stabilité. Voilà, je précise pour que tout le monde comprenne. Oui. Donc donc on va lui dire ça. Donc après, il est possible de désobéir. Les premiers qui l'ont fait, ce sont les Allemands. Il est possible, parce qu'il y a très peu de moyens en fait d'être mis à l'amende. L'Allemagne était le premier pays à le faire, c'était en 2003. C'est vrai que les Allemands n'ont jamais rien payé. Là-dessus, Mélenchon a raison, il peut le dire, on peut désobéir. Mais la situation est complètement différente, c'est-à-dire que les Allemands étaient à un peu plus de 3% de déficit. Là, tu me parles de 8% de déficit. Aujourd'hui, les Allemands pouvaient passer. Pourquoi? Parce que c'était la première industrie au niveau européen, parce que ils avaient quand même du bagou et ils avaient des amis au niveau à Bruxelles. Mélenchon n'en a aucun. Et on ne parle pas de quelques pourcentages, quelques milliards. Là, on parle de plusieurs centaines de milliards. Et c'est là où ça va causer un problème. Et je vois très mal Mélenchon aller négocier avec les Allemands, avec les Néerlandais, même avec les Autrichiens, pour leur dire, les copains, on va autoriser plus de déficit. Pour moi, c'est impossible.
Et vu l'état de la gauche, de l'extrême gauche en Europe, je pense que Mélenchon ne trouvera jamais aucun relais au niveau national dans d'autres pays que la France. Quand on regarde en Espagne, Podemos est quasiment mort. Oui, En Allemagne, le Die Linke est très faible. Donc non, il n'a aucun relais, il n'a aucune chance. Il ne peut même pas faire croire à ses électeurs. Demain, la gauche sera au pouvoir en Europe. C'est complètement ubuesque. Moi, je vais faire la transition. Je vais poser la question à Aymeric parce que le discours de Pierre, je pense qu'il est entendable d'un point de vue des capitales européennes, mais on sait que les Français sont frondeurs. Le président de la République a appelé les Français comme un peuple de Gaulois réfractaires. On avait dit que les Français allaient voter oui au référendum de 2005. Ils ont voté non parce que toutes les capitales européennes disent qu'il faut voter oui. On se rappelle de ce qui s'était passé au Brexit on se rappelle de Juncker qui disait si vous votez Leave, vous êtes des crétins, vous êtes des bêtes et vous êtes des racistes. Toi, Aymeric, est-ce que tu ne penses pas que ce discours peut conduire notamment à mobiliser les électeurs de Jean-Luc Mélenchon? Parce qu'en France, on aime quand même bien le changement et peut-être que tu peux nous décrire s'il a une chance véritable de gagner, comment s'est faite l'alliance de la gauche et toi, ce que tu en penses de cette alliance qui aurait pu être considérée un peu comme contre nature, notamment avec les socialistes qui étaient plutôt eux européens. Oui, tout à fait. Et Europe Écologie Les Verts. Quand on regarde les derniers sondages, en fait, globalement, NUP pour arriver en tête en termes de pourcentage de voix, autour de 27%, quasiment à égalité avec la grande coalition de la majorité. Et puis, on aurait une troisième force, des troisième et quatrième forces qui seraient le RN, puis les Républicains, globalement. Mais avec bien en deçà, c'est plutôt autour de 20%, respectivement, puis autour de 10-11%. Ce qui compte ensuite les élections législatives, c'est en fait en termes de députés à l'Assemblée nationale. Et en fait, en termes de députés, il faut regarder dans quelle circonscription Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête au premier tour. C'est ce qui permet d'avoir un bon indicateur de quelles sont les circonscriptions qui pourront donner un député insoumis, enfin un NUP. Et là, finalement, quand on regarde ça, les projections sont plutôt autour de 150-180 députés pour Jean-Luc Mélenchon. La majorité absolue au Parlement, enfin à l'Assemblée nationale, c'est 289. Pour la majorité présidentielle, on serait plutôt autour des 300 parlementaires. Et ensuite, on aurait une centaine de parlementaires de droite partagés entre LR, Reconquête et le Rassemblement national. Vraisemblablement plutôt entre Rassemblement national et LR, puisqu'il y a très peu d'hypothèses, hormis peut-être Éric Zemmour qui est lui-même candidat, dans lequel le Reconquête aurait des députés. Ensuite, dans ce cadre-là, c'est difficile d'imaginer Jean-Luc Mélenchon, avec sa coalition de gauche, arriver majoritaire à l'Assemblée nationale. Ce qui est plus probable, s'il fait une bonne campagne, si l'électorat de gauche se remobilise parce qu'il a un espoir de victoire, c'est la paralysie du pays. C'est-à-dire d'avoir globalement un bloc d'extrême gauche à plus de 150 députés, d'avoir un bloc majorité présidentielle qui n'est pas la majorité absolue, qui est une forme de majorité relative, mais en plus, la majorité présidentielle est assez hétéroclite avec les alliances entre Territoire de Progrès et le parti d'Édouard Philippe, qui est en train d'essayer un peu de s'autonomiser et qui aura un groupe au Parlement, vraisemblablement avec une vingtaine de députés, et ensuite des députés de droite et d'extrême droite qui, eux, vont s'inscrire en rupture avec le programme de la majorité pour avoir une chance d'être élus, d'incarner l'opposition de droite au président dans leur territoire. Et ce qui est possible, c'est plutôt d'avoir une paralysie, en fait, que le pays soit ingouvernable, que ce soit impossible de réformer. Et dans ce cadre-là, est-ce que Emmanuel Macron aura une majorité? Peut-être que tu précises que ce serait qu'une paralysie, en fait. Est-ce que Macron, peut-être que Macron n'est pas de majorité absolue, en fait. Si Macron n'a pas de majorité absolue, la question concrète qui va se poser, c'est, par exemple, la réforme des retraites à 65 ans. Mais comment il fait pour la voter? Est-ce qu'il va être obligé de passer par un 49.3? Il ne pourra pas passer par des 49.3 sur tous les textes de loi. Il va à un moment donner le pays. Une fois par an, hors budget. Hors révision du budget une fois par an. Donc finalement, est-ce qu'on fait le choix de voter qu'un seul texte de loi par an? C'est compliqué. Soit il fait le choix de garder cette composition à l'Assemblée nationale s'il n'a pas la majorité et d'aller débaucher des nouveaux soutiens. Donc on peut imaginer une coalition de gouvernement, soit à gauche, soit à droite, vraisemblablement plutôt avec la droite, puisque sur les questions économiques, il y aura un peu plus de convergence, avec globalement des députés qui seraient constructifs. Soit l'autre option qu'il a, c'est de dissoudre l'Assemblée nationale pour demander aux Français d'aller aux urnes avec une nouvelle proposition de gouvernement, une nouvelle proposition de programmatique de gouvernement, et puis on peut repartir pour une deuxième boucle.
C'est plutôt ce scénario-là, en fait, de la paralysie qui se dessine si Jean-Luc Mélenchon fait une très belle campagne. Les mouvements d'opinion qu'on peut observer, et c'est un peu la stratégie électorale de la présidence de la République et celle-ci, pour éviter cette paralysie, c'est de faire monter, médiatiquement en tout cas, Jean-Luc Mélenchon comme un épouvantail. Et du coup, les deux stratégies s'auto-alimentent avec Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire que ça renforce la crédibilité de sa candidature au poste de Premier ministre, déjà un concept unique, pour que finalement les électeurs de droite plutôt rationnels aient un effet de vote utile comme à la présidentielle pour soutenir les candidats de la majorité, pour dire ah non, mais nous, on est libéral, européen, on veut une forme de rigueur budgétaire plutôt sérieuse. Mélenchon, le communiste, c'est pas possible. Donc, au lieu de voter pour nos affinités électorales initiales plutôt de centre droit ou de droite classique, je vais voter pour le président de la République pour lui assurer une majorité. Ça, c'est un comportement qu'on peut retrouver. Et ensuite, dans le second temps, la nomination de Pape Ndiaye, le virage plutôt coloré centre-gauche, c'est de démobiliser un électorat intermédiaire entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui aurait pu être tenté par cette dynamique d'union de la gauche, qui fait appel à un imaginaire de gauche qui est plutôt connu avec le Front populaire, le programme commun de François Mitterrand, et qui peut, chez des électeurs Lionel Jospin, qui peut alimenter chez des électeurs de gauche plutôt rationnels, dire à la présidence de la République, on a un centriste, Emmanuel Macron, on sait que sur l'essentiel, il n'y aura pas de grosses bêtises. On peut faire le choix de mettre quelqu'un plus à gauche comme Premier ministre pour finalement avoir un équilibre qui nous conviendrait. Et donc là, par rapport à ça, il y a eu cette volonté de colorer un peu plus son gouvernement sur le centre-gauche pour éviter ce phénomène de bascule des électeurs intermédiaires social-démocrates globalement. Merci Émeric pour ces différentes précisions. Donc, si je résume, toi, tu ne vois pas Jean-Luc Mélenchon être élu Premier ministre, en tout cas se faire imposer comme Premier ministre avec en obtenant une majorité absolue, mais tu vois peut-être une paralysie, c'est-à-dire que Mélenchon qui monte et qui baisserait mécaniquement le nombre de députés d'Emmanuel Macron. Hugo, il y a un sujet qui revient souvent, c'est la question de l'alliance de la gauche. Est-ce que toi, tu ne trouves pas que globalement, les commentaires ont été plutôt cléments sur l'alliance de la gauche, alors qu'à contrario, si la droite avait fait le même type d'alliance avec Reconquête ou le Rassemblement national, on aurait crié au fascisme, etc. Qu'est-ce que tu en penses sur cette alliance de la gauche? Et est-ce qu'il n'y a pas aussi une asymétrie, une différence et une distinction, un deux poids, deux mesures entre la gauche et la droite? Globalement, on connaît mon avis sur l'union de la gauche. C'est que on a trop souvent tendance à pointer du doigt l'extrême droite sans en retour pointer du doigt l'extrême gauche. Moi, je pense que si on se dit fervent de la lutte contre l'extrémisme, il ne faut pas oublier ce que c'est que l'extrême gauche. L'extrême gauche, c'est ceux qui, durant les manifs du 1er mai, ont brandi des pancartes à la gloire de Staline. Staline, on ne va pas oublier ce qu'il a fait, notamment en Ukraine, maintenant qu'on en reparle un peu plus, avec les kolkhozes. Les deux extrémismes sont dangereux. Ça s'est jamais bien passé qu'il y ait eu des gouvernements d'extrême droite ou des gouvernements d'extrême gauche dans des pays. Là, nous, on le voit encore à une période plus moderne avec le Venezuela. C'est catastrophique. Je pense que au Venezuela, s'ils pouvaient choisir entre un Mélenchon ou un Emmanuel Macron ou même Valérie Pécresse dans le pire des cas, ils choisiraient tout sauf Mélenchon, ou en tout cas tout sauf cette idéologie communiste qui a fait couler des pays. On a cette clémence vis-à-vis de l'extrême gauche, que je pense qu'ils ont fait un bon marketing sur leurs idées, où en fin de compte, ils ont prôné des valeurs de respect de l'autre tout en cachant une haine. Parce que les gens qui viennent dire « oui, mais Mélenchon, il n'est pas haineux, il ne prône pas la haine comme l'extrême droite ». Il faut reprendre ces discours sur les personnes qui gagnent de l'argent ou qui travaillent beaucoup. C'est ultra haineux. Alors certes, ce n'est pas un facteur comme la couleur de peau ou la classe sociale directement. Mais c'est une haine contre tout ce qui sort du cadre de l'électorat d'extrême gauche. D'ailleurs, moi, pour avoir connu des personnes de cette mouvance, pour eux, l'extrême gauche commence à la droite du PS, donc l'extrême droite.
Donc, on a un prisme de l'extrême droite qui représente 80% de l'électorat quasiment. Donc, ça fait beaucoup. Mais on la voit aussi sur les retours médiatiques qu'il y a eu, que le RN et Reconquête ont commencé à dire, enfin surtout Reconquête, ont commencé à dire on va peut-être s'allier avec le RN, ou en tout cas on va faire un pas vers eux pour gagner plus de voix. Dans les médias, on a eu, c'était limite si c'était pas un retour du fascisme, retour des années 30 en Allemagne, on va reconnaître l'Italie sous Mussolini, ce genre de choses. L'extrême gauche, on leur rappelle très peu ce qu'ils ont pu faire dans d'autres pays. Parce que leur grande excuse, c'est de sortir, oui, mais le PCF, c'était en France et ils étaient différents des communistes en Russie. Je rappelle que Peut-être. le PCF, le Parti communiste français, dialoguer directement avec le Kremlin de l'URSS. Bah, bien sûr. Pour Bien sûr. préciser ton propos, pourquoi est-ce que tu expliques ça? Mais merci Hugo pour ce point. Je pense qu'on va quand même, on a beaucoup parlé de la gauche, il y a quand même la droite qui est complètement absente. Marine Le Pen qui au second tour a fait un score qui est plutôt honorable par rapport à son score d'il y a 5 ans, qu'on disait complètement cramée et morte, mais finalement elle a fait un score qui était peut-être en dessous de ses attentes, mais un score qui était au-delà. Et la droite, menée par son président de parti, Christian Jacob, qui n'est pas très présente médiatiquement, qui s'occupe plutôt des questions internes et des exclusions, notamment avec le transfuge Damien Abad, qu'autre chose, et Éric Zemmour, qu'on annonçait très prometteur et qui voulait révolutionner le paysage de la droite, qui au final n'est même pas sûr de récupérer même une seule circonscription. Est-ce que toi, Marion, ne trouves pas que, par exemple, moi je trouve qu'il y a un paradoxe entre le fait que Jean-Luc Mélenchon et la gauche ait le vent en poupe, alors qu'ils aient fait un score à peu près de 30%, alors que si on prend la droite cumulée avec la droite radicale et l'extrême droite, ça vaut quand même 40% du pays à peu près, ils ont complètement disparu. Donc toi, est-ce que tu penses, Marion, que ces élections législatives n'annoncent pas une recomposition de la droite? Et peut-être que tu peux nous donner ton avis sur la stratégie de chacun, en fait, comment tu l'analyses? On t'entend pas, Marion, tu es en silencieux. Là, c'est bon. Ah, c'est bon. Il faut reprendre, je pense, à la base que la difficulté pour les partis, pour les élections législatives, c'est que le corps électoral ne se mobilise pas de la même manière aux législatives qu'aux présidentielles en général. Ce qui pose des difficultés supplémentaires en général, et je répète en général parce qu'on est quand même dans un cas un peu particulier à cause de la stratégie de Mélenchon. En général, c'est plutôt une baisse de la mobilisation et notamment dans les catégories plus populaires qui sont plutôt l'électorat de Marine Le Pen et d'une partie de la gauche, notamment gauche potentiellement mélenchoniste. Donc aujourd'hui, ça va être une des difficultés, et c'est une difficulté qu'ils rencontrent dans leur campagne, c'est qu'en plus de cette difficulté à mobiliser, Jean-Luc Mélenchon, lui, a réussi à casser un peu le jeu en profitant de la fin de l'élection présidentielle pour lancer ce positionnement comme quoi il pouvait être le futur Premier ministre, et il a réussi à maintenir la mobilisation d'une partie de son électorat grâce à ça. Là où on pourrait se questionner un peu sur la capacité d'Emmanuel Macron à remporter, en tout cas largement, les législatives. A priori, il les remportera par le fait des équilibres politiques, mais il y a des chiffres intéressants, comme le fait qu'il y ait quand même quasiment 2/3 des Français qui souhaiteraient plutôt que Emmanuel Macron ne gagne pas ces législatives en majorité, qui soit même poussé à une cohabitation. Et parmi ces 2/3, tout le monde ne souhaite pas la même cohabitation. On va avoir les 2/3, dans les 2/3, on a autant des gens du RN qu'on va avoir des personnes issues plutôt de LFI ou de la gauche traditionnelle. Donc il y a un désaccord total. Enfin, il y a un accord dans la population contre Emmanuel Macron, mais pas sur la manière dont doit se construire l'opposition. Ce qui laisse pas mal de marge de manœuvre, en théorie. À la gauche, ils ont réussi à construire leur alliance, qui est une première étape, mais qui, je pense,
vient au contraire casser la dynamique qu'avait enclenchée Jean-Luc Mélenchon, parce que tant qu'il était tout seul, il n'y avait pas de discussion en interne. Il n'y avait pas de contradiction. Il pouvait continuer à mener son chemin assez tranquillement. Il y avait une forme d'unité, de clarté du message qu'il portait. Maintenant qu'il est obligé de faire avec un ensemble, ça va être plus difficile et peut-être que ça va entraîner une moindre mobilisation dans certaines parties des électorats, puisque on sait que rarement dans les élections, une alliance entre les partis se résout par une somme des électorats au final. C'est même quasiment jamais le cas même. Et à droite, la question est beaucoup plus ouverte, puisque ça dépendra vraiment des territoires. Le RN a quand même historiquement réussi à maintenir un petit nombre de députés et je pense va continuer à grignoter au fur et à mesure parce qu'ils ont réussi à montrer là aussi dans la campagne présidentielle qu'ils étaient capables de proposer un programme, en tout cas structuré, à défaut d'être forcément réaliste. Mais ils se sont rendus plus acceptables. Reconquête, eux, ils souffrent du fait que finalement ils étaient uniquement portés par la figure d'Éric Zemmour, qu'ils n'avaient pas de personnalité malgré les personnes qui se sont ralliées au fur et à mesure. On pense à du Pelletier, on pense à Marion Maréchal Le Pen qui était arrivée à la fin de la campagne également. Malgré ces ralliements, au final, l'électorat était principalement mobilisé derrière Éric Zemmour. Et aujourd'hui, les candidats qui peuvent se mettre déjà la chute dans les des résultats qu'ils ont pris entre les hypothèses à un moment qui le donnait quasiment à 15-16 et l'arrivée à 7 a été assez dur, je pense. Enfin, un dur retour à la réalité pour une partie des électeurs qui, pour beaucoup, avaient été revenus au vote, je pense, avaient été remobilisés déjà par la candidature d'Éric Zemmour. Donc, c'était déjà des gens qui avaient été peut-être un peu exclus du système politique et qui du coup se sont retrouvés face à un échec et ont repris ça dans les dents et sont pas forcément prêts à repartir dans une campagne immédiatement. Donc ils vont avoir beaucoup de mal à mobiliser et en plus leur électorat souffre en fait d'une dispersion. Ils sont très dispersés sur le territoire et ils sont pas forcément capables d'aller finalement obtenir la masse critique nécessaire pour pouvoir passer à un second tour, voire encore plus gagner un second tour dans les élections. Donc eux, malheureusement, je pense que leur structure fait qu'ils n'arriveront pas à changer les choses malgré les messages qu'ils portent et qui résonnent chez une partie significative des Français. Et au milieu de tout ça, les Républicains se cherchent leur avenir. Parce que on a vu Damien Abad justement qui vient de partir à La République En Marche. Certains députés sortants ont décidé également de rejoindre La République En Marche. Mais contrairement à ce qui pouvait être craint il y a quelques semaines, vraiment à la sortie des élections présidentielles où la crainte principale était vraiment de voir un mouvement général de fond, de fuite vers LREM, on ne le constate pas et au contraire, il y a une forme de maintien d'une base d'élus et le réseau militant est encore relativement dense derrière. Donc, ils peuvent se maintenir, mais c'est l'après qui va être difficile pour eux parce qu'il va falloir penser la restructuration très rapidement pour ne pas être cantonné finalement à la petite part congrue qui reste entre LREM et le RN quand on n'a pas de capacité à gouverner. Merci Marion. Aymeric, je vais t'accorder le mot de la fin en très peu de temps parce qu'on a pris un peu de retard sur le déroulé. Quel est ton pronostic en termes de sièges et de répartition des forces pour le scrutin au vu de la dynamique que tu rencontres? On va te poser peut-être plein de questions différentes parce qu'il y reste encore un peu de temps et peut-être que la campagne peut toujours évoluer. Mais si le scrutin devait avoir lieu demain, toi, tu verras à peu près quelle répartition des forces
Si le scrutin devait avoir lieu demain, je pense qu'Emmanuel Macron aurait la majorité, une très courte majorité, proche de 300 sièges, un petit peu moins de 300 sièges, donc une majorité absolue, mais qui ne permet pas, par exemple, des départs de groupes comme Horizon, c'est-à-dire que Emmanuel Macron aurait la majorité, mais serait très dépendant de groupes minoritaires de son attelage, ce qui serait finalement, il serait à la fois prisonnier d'Édouard Philippe, qui pourrait faire du chantage sur certaines mesures du départ de son groupe, ou à l'inverse, de petits groupes de députés de gauche, comme on avait pu voir sur la première mandature, comme Aurélien Taché. Donc finalement, un attelage très compliqué pour le président de la République. Une seconde force à l'Assemblée nationale qui serait incarnée par l'Union de la gauche, vraisemblablement autour de 150 députés. Donc une seconde force qui serait un net progrès, puisque LFI avait 15 députés sous le premier quinquennat, la gauche avait uniquement une cinquantaine de députés, donc finalement ce serait quasiment un doublement en nombre de sièges, alors que électoralement, par rapport à 2017, Jean-Luc Mélenchon a gagné que 2-3 points à l'échelle nationale. Donc ça serait vraiment une mobilisation, ce qu'expliquait Marion, une surmobilisation de l'électorat de gauche sur ces législatives qui impacterait la composition de l'Assemblée nationale. Et ensuite, un bloc de droite où finalement, pour l'instant, on a du mal à savoir entre le RN et LR quel va être le parti qui va réussir à incarner la droite à l'Assemblée nationale. Vraisemblablement, le Front National progressera, atteindra peut-être une vingtaine, voire une cinquantaine de députés, mais c'est pas évident du fait du Front républicain, du fait de la dispersion de leurs électeurs. À l'inverse, les républicains qui ont connu une défaite historique en passant sous la barre des 4%, on assiste dans les intentions de vote à un retour de l'électorat traditionnel de droite qui ne voit pas forcément d'intérêt de voter utile aux législatives. Il y avait un intérêt d'avoir un vote utile à la présidentielle, mais bon, est-ce que véritablement ça change quelque chose de voter, de détourner son vote au premier tour uniquement sur une circonscription? C'est moins sûr. Donc est-ce que LR va réussir à maintenir son groupe d'une soixantaine de députés? Pour l'instant, c'est plutôt mon pronostic, c'est-à-dire un groupe de droite qui se maintiendrait autour de 50, plutôt LR, puis un groupe RN de l'ordre de 30-40 députés. Merci Émeric pour ton pronostic. On enregistre la vidéo et puis on verra le résultat si ça se maintient. Non, ton pronostic est fait si l'élection avait lieu ce week-end. Ouais. Ce week-end. On va passer au dernier sujet. Je vous propose que sur les défis internationaux, notamment la guerre en Ukraine, on en parle plutôt la semaine prochaine avec notre podcast enregistrement centré sur les analyses internationales. On va commencer par la question qui obsède les personnes, et peut-être que Hugo, tu vas pouvoir en parler, notamment parce que tu es dans un territoire où le niveau de vie est plus bas que la moyenne, aux alentours de la moyenne nationale, mais plutôt plus bas, notamment qui rencontre des difficultés. Comment, par rapport au grand défi d'Emmanuel Macron, est-ce que l'inflation et le pouvoir d'achat, comme l'a dit Bruno Le Maire lors de la transition à lui-même, en fait, annoncé, est-ce que la lutte contre l'inflation et l'augmentation du pouvoir d'achat est le défi principal d'Emmanuel Macron du début de mandat? Sans aucun doute, oui, parce que on voit bien dans la crise Covid, on a subi des retours économiques qui étaient quasiment jamais vus. Ou en tout cas, l'économie française a beaucoup souffert durant cette période, contrairement à ce qu'on nous a quand même vendu via des indicateurs un peu détournés. L'économie était loin de bien se porter. L'inflation, contrairement à ce qu'on peut penser, n'est pas que due à la crise en Ukraine, loin de là, notamment, et pourtant je parlais avec un spécialiste des chaînes de logistique, et notamment sur la question de l'huile, où il ne comprenait pas l'augmentation des prix, car c'est une huile qui était déjà en bidon depuis plus d'un an. L'huile qui est vendue à l'heure actuelle est déjà prête depuis un an, donc ce n'est pas dû à des difficultés d'approvisionnement depuis l'Ukraine. Ça c'est faux, comme le pétrole, l'essence. Il y avait une augmentation, les cours augmentaient déjà avant la crise en Ukraine. Donc l'inflation, il y a plusieurs facteurs, mais dans tous les cas, il faut lutter contre. Moi, ce que je vois... Un petit point sur l'inflation pour préciser, en fait, le problème qu'on rencontre sur l'inflation, c'est un problème qu'on assiste depuis la crise sanitaire, c'est parce que
tous les pays ont redémarré en même temps, et donc du coup avec un accroissement de ce qu'on appelle la demande, c'est-à-dire les gens qui veulent acheter, et par rapport au fait que les usines ne soient pas reparties à plein régime, donc un problème d'offre. Et comme l'offre est inférieure à la demande, ça fait repartir les prix à la hausse. Et je rajouterai un autre élément aussi pour préciser ce que tu dis, c'est qu'en fait l'inflation, on a un taux, je crois, Émeric, tu me confirmes, de 4,8 au niveau national, mais en fait il est très variable. Ça veut dire qu'on assiste à parfois du 100% sur certaines matières premières, voire énergétiques, sur certaines matières spécifiques, et sur certains prix, ce n'est pas vraiment le cas. Donc, c'est pour ça que l'inflation, c'est difficile, comme tu le dis, de prononcer, mais je voulais mettre cette précision mais je te laisse continuer. Oui, ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, ma vision, c'est que pour lutter contre l'inflation, ou en tout cas pour favoriser le pouvoir d'achat, ça ne doit pas passer par, encore une fois, des mesures bouche-trou. Ça doit s'accompagner par des mesures viables. Par exemple, sur l'essence, mettre un chèque énergie, c'est bien, tu fais un plein avec. C'est génial, deux grand max, avec 100 euros, tu peux faire deux pleins, à peu près. Ce qu'il faut, c'est viabiliser des baisses de prix, ou en tout cas impacter le prix, changer le prix par une baisse de ce qui peut être baissable. Le prix de l'essence, pour reprendre ce produit, parce qu'on en parle beaucoup, le prix de marché de l'essence, le prix à la revente, bon, on ne pourra pas le changer, il est lié au cours du pétrole, il est lié au prix, au coût de logistique derrière. Par contre, quand nous, on voit qu'en France, on est surtaxé sur ces biens-là et qu'on a des taxes sur la taxe, une mesure viable pourrait être de soit baisser la TVA sur cette taxe ou même de la supprimer définitivement. Il ne faut pas non plus impacter les budgets de façon globale. Il ne faut pas aller comme au RN où ils disent vouloir baisser la TVA de 20 à 5,5. Mais pourquoi pas la baisser à 10 sur la tranche de la TICPE sur l'essence. C'est un coût relativement... Je les ai t'interrompre, mais je vais devoir juste te préciser parce que, en fait, sur le prix du carburant, vous avez environ à peu près 70% de taxes aux alentours. 70% de taxes. Sur cette taxe, il y a une partie de la taxe qui s'appelle la TICPE, donc taxe intérieure sur les produits de consommation énergétique. Et ce qu'il faut savoir, ce que vient d'expliquer Hugo, c'est que sur la taxe de TICPE, donc de taxe intérieure sur les produits de consommation de produits énergétiques, vous appliquez la TVA, non pas sur le produit de l'essence, parce qu'il y a déjà une TVA sur l'essence, mais une TVA sur le fait de payer une taxe. Et c'est ce que tu proposes de baisser ou supprimer, en gros. Voilà. Oui, c'est ce genre de choses, parce que la baisse de pouvoir d'achat, même s'il y a une inflation sur les biens de première nécessité, le problème dans les territoires avec une flambée des prix d'essence, c'est que déjà tu prends l'inflation sur le prix de ton caddie, mais tu prends aussi l'inflation de ton plein d'essence qui te sert à tout faire, à aller déposer tes enfants à l'école, mais aussi à aller à ton supermarché. Moi, dans mon territoire, je vois qu'on a des personnes qui, des fois, doivent faire 10, 15, 20 kilomètres pour aller dans un supermarché où les prix sont relativement abordables. Parce que les supérettes, c'est exactement comme à Paris, les supérettes de petits villages, les prix sont démesurés. Donc, les personnes qui sont dans des situations de famille nombreuses, ou même d'avoir deux enfants, ou même un, dès que tu as les déplacements maison, école, bureau, donc déjà ça te coûte de l'argent, et si tu augmentes le prix de l'essence, c'est déjà énorme comme augmentation, mais si tu rajoutes le prix pour aller faire tes courses, et qu'à ce prix tu rajoutes l'augmentation de l'essence, mais à la fin, tu ne vis plus, parce que derrière, tu n'as pas d'augmentation de salaire, et tu n'as pas d'aide viable de l'État. Comme je disais, voilà, tu as ton chèque énergie, c'est bien, tu fais deux pleins avec, mais au bout de tes deux pleins, ça sert plus à rien. Enfin, l'État, il t'a pas aidé dans tous les cas. Donc l'État doit quand même se désengager au niveau des taxes sur les biens les plus importants, notamment les carburants, parce que c'est des produits ultra nécessaires dans les territoires. Pour faciliter ce pouvoir d'achat. S'il y a une inflation légère, voire modérée sur les biens de première nécessité, mais que d'un côté on fait baisser le prix de l'essence, en fait on réajuste le prix in fine. Si je récapitule ce que tu dis, c'est que toi tu dis en fait que les classes moyennes et les classes populaires que tu rencontres dans un territoire qui est plutôt jugé défavorisé, c'est là où
le RN fait l'endroit où RN fait plutôt des bons Ouais, scores, un peu ce qu'on appelle exactement. les pédales du vide. Donc là, tu rencontres au quotidien. Toi, ce que tu dis, c'est que les classes moyennes et populaires, eux, ils préfèrent plutôt avoir une solution à long terme viable à travers la baisse de taxes plutôt que mendier pour un petit chèque inflation qui leur permet certes de les aider aujourd'hui, mais qui répond pas et qui ne permettent pas de retrouver de la dignité, de retrouver un Exactement. sens de perspective à long terme. Et ce que tu dis aussi, c'est que dans les territoires ruraux, euh, qui est différent de Paris ou des grandes métropoles où il y a une grande interconnexion avec une offre de transport public qui est importante, tu dis que la voiture est vitale et donc l'une des premières priorités, c'est d'agir sur l'inflation, sur la question des prix énergétiques, parce que sinon les gens ne peuvent pas vivre, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer, qu'ils sont confinés chez eux en gros. C'est comme s'ils assistaient à un deuxième confinement par la crise énergétique. Exactement. Merci Hugo pour ton point qui est, je pense, nécessaire et primordial dans ce débat. Est-ce que, je vais revenir notamment sur Aymeric, est-ce qu'Emmanuel Macron, il n'a pas un climat social qui est délétère, comme le disait Hugo, que je tiens à rappeler quand même que tu as vécu dans beaucoup d'endroits de la France, tu as vécu à Bordeaux, en Occitanie au sud, tu as vécu en partie à Marseille, je crois, aussi, tu as vécu dans plusieurs endroits, donc tu as un peu les retours de partout. Est-ce que on arrive à une période pré-révolutionnaire comme au moment des Gilets jaunes? La situation est très compliquée parce qu'en fait, Emmanuel Macron, il va être obligé de faire certaines réformes, obligé d'incarner certaines transformations, que ce soit par son programme ou par des directives européennes. Mais dans le même temps, il y a une forme de refus ou de rejet de la population à vouloir faire ces changements parce que c'est compliqué, parce qu'il y a le coût de l'inflation, parce qu'il y a aussi un rejet de la personnalité du président de la République, qui a été certes réélu, mais en fait plutôt par défaut, pour encore faire barrage à l'extrême droite, et qui aura certainement une majorité à l'Assemblée nationale, mais parce qu'il fallait faire barrage à l'extrême gauche. Donc finalement, ça crée un climat où une majorité du pays ne se sent pas représentée, ou en tout cas pas écoutée dans ses aspirations. Et finalement, Emmanuel Macron, lui, doit quand même faire des réformes, doit quand même essayer de bouger. Et la situation est très compliquée. Sur le point de l'énergie, encore une fois, là où c'est difficile, c'est qu'il y a de l'inflation, il y a la question de la dépendance russe en termes de gaz et de pétrole. Donc il y a un impératif à essayer de regagner en souveraineté. Le choix de l'Europe, puisqu'on n'a pas beaucoup de ressources en matières premières, c'est de regagner une forme de souveraineté énergétique, ou en tout cas d'autonomie stratégique énergétique via la transition énergétique, donc par du nucléaire, par l'éolien, par du photovoltaïque, par l'hydrogène, pour essayer de décarboner notre économie. Sauf que cette décarbonation de l'économie, elle a un coût. La Commission européenne a estimé que c'est 500 millions d'euros par an jusqu'à 2030 qu'il faudra investir pour réussir finalement à construire cette autonomie stratégique et atteindre le début de la neutralité carbone, donc réduire de 40% nos émissions, donc en fait consommer moins de pétrole et moins de gaz. Donc en fait cette autonomie, cette souveraineté, elle a un coût, sauf que socialement cette élévation des prix et ces investissements, il faudra les financer. Est-ce que c'est l'État qui va payer? Est-ce que c'est les acteurs privés? Et dans ce cas, on va un peu plomber notre compétitivité. Est-ce que ça va être les consommateurs? C'est-à-dire que le pouvoir d'achat va baisser, que potentiellement on aura plus de révoltes et un climat social qui sera encore plus agité. C'est une équation qui est très compliquée et qui, comme tu l'expliquais, peut laisser penser que le quinquennat d'Emmanuel Macron va être très compliqué sur la question sociale et que il y aura de la casse entre guillemets, puisque c'est des objectifs qui sont quasiment incompatibles en fait à réconcilier, parce que nos marges de manœuvre sont très faibles en raison de notre dette et en raison de notre productivité, et qu'en même temps on a besoin de plus d'argent à investir pour pas que si la Russie arrête de livrer le gaz, on ait encore la possibilité d'allumer la lumière, de chauffer les maisons et de faire tourner les usines. Merci Aymeric. Pierre et Marion, on aura votre point de vue sur les affaires européennes et sur les affaires internationales la semaine prochaine, donc pour le prochain épisode, donc dimanche 29 mai. Vous nous expliquerez votre point de vue sur les défis que doivent affronter Emmanuel Macron, notamment sur la crise ukrainienne, sur la réforme de l'Union européenne, ou même sur la recomposition du monde. Et donc, du coup, vous développerez vos points, notamment sur les grandes mutations, notamment Marion sur lesquelles tu as écrit, et puis Pierre sur les enjeux européens que tu écris quotidiennement, régulièrement sur Atlantico.
Donc merci à tous pour ce premier épisode. C'était un débat riche et enrichissant. J'espère qu'il vous aura plu et je vous donne rendez-vous dimanche 29 mai. Au revoir.